Alors bonjour, aujourd'hui j'ai l'honneur de vous recevoir encore une fois pour un nouveau podcast Demain Lab pour justement amener les gens à réfléchir sur comment va être notre demain, comment on peut se mettre en action, quelle intention on a pour qu'un demain soit meilleur. Et aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir Amel Boisa qui est CEO de Kenza Medic Pharma, donc vraiment une femme entrepreneur, une femme issue de l'immigration et qui est entrepreneur. Moi, j'adore. Vraiment, merci d'être là avec moi aujourd'hui. Et Amel, sa particularité, elle est créative, elle veut être utile, elle a des compétences, puis elle est curieuse et c'est ce qui lui a permis pendant le confinement de faire en sorte que son entreprise perdure et se revire sur un scène, comme on peut dire ici. Et vraiment, ça, c'est extraordinaire. Alors, Amel, j'aimerais te dire et te demander, qui es-tu, Amel, pour que tu nous expliques un petit peu, qui est cette femme extraordinaire? Merci Stéphanie pour la belle présentation. Merci à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Écoutez, Amel ou je suis une mom, wife and boss. Je suis maman de 3 enfants. Je suis de formation en commerce international et un MBA de l'Université de Sherbrooke. Je suis venue ici en 2002. Effectivement, je suis née en Algérie, donc je suis une Québécoise issue de l'immigration, fièrement. Et voilà, donc je suis CEO de la compagnie. J'essaye avec mon équipe de faire de Kenza Medic Pharma un noyau ou un maillon parmi les autres dans l'économie québécoise. Wow! Écoute, une femme dans ce monde-là, c'est extraordinaire. Donc, tu vas pouvoir nous en parler un petit peu plus, justement. Puis là, je te pose ma belle question extraordinaire, hein, comment peut-on rêver demain? Comment Amel rêve demain avec toute son entreprise-là? D'abord, si on parle de rêver de demain, c'est qu'on n'est peut-être pas satisfait beaucoup d'aujourd'hui et c'est correct, ça veut dire qu'il y a place à l'amélioration hein, et c'est très bien parce que c'est ce qu'on cherche à s'améliorer. Mais attendre au soir pour améliorer, pour rêver de demain, je pense que le jour aujourd'hui façonne notre demain. C'est-à-dire tout ce qu'on fait actuellement, individuellement ou collectivement, façonne notre demain. Si, par exemple, on se réveille à 5 heures du matin, notre demain est façonné d'une façon. Si on se réveille à 10 heures, notre demain se façonne autrement. Donc, pour moi, demain est tributaire à 100% de tout ce qu'on fait aujourd'hui. Okay, puis qu'est-ce que fait, Amel, qu'est-ce que toi, tu as fait avec ton entreprise pour justement façonner demain? Parce que je sais que tu as fait des choses extraordinaires. Peux-tu nous en parler? Il faut prendre des actions aujourd'hui. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas, pour Kenza Medic Pharma, avant qu'elle se lance dans la fabrication, nous étions un bureau de négoce qui fabriquait ses produits à travers des usines à l'étranger, aux États-Unis, par exemple, une en Espagne et une ici au Québec. Donc, on sous-traitait à 100% la fabrication. Et donc, moi, j'avais envie, avec le président, d'être beaucoup plus productif ici et puis sentir qu'on est vraiment un agent qui crée de la valeur au Québec. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de revoir notre modèle d'affaires et faire une réflexion stratégique. C'était ça en 2008. Et on a carrément rapatrié la fabrication des États-Unis. On a ouvert une usine ici en 2013. On a fait une tentation en 2008, ça n'a pas fonctionné à cause de la crise mondiale. Et en 2013, on a lancé notre usine, je dirais notre première usine ici à Longueuil. Et c'était ça, c'est ce qui façonne actuellement notre présent maintenant. Donc, c'est des actions qu'on avait faites et on a juste réalisé ce qu'il fallait faire. On a aussi lancé la certification des usines, de l'usine en GMP et ACEP. Et actuellement, on fait cette certification tous les ans. Et cette année, on l'a eu vraiment haut la main. On a eu la meilleure note au Québec dans les bonnes pratiques de fabrication. On a eu 99,27 dans la norme GMP. Pas au Québec, pardon, au Canada. Et on a eu 100% en ACEP, donc sans aucune erreur. Donc, on a toujours essayé d'être les meilleurs, mais pas les plus gros. Puis vous avez une particularité, tu me disais que le recrutement, tu misais beaucoup justement sur la diversité culturelle, Ça,
ça c'est une stratégie que j'ai optée depuis le début. Je n'ai pas regretté. OK. Je n'ai pas regretté. En fait, c'est pas par discrimination, mais c'est par souci d'offrir à l'entreprise plus de richesse sur tous les plans, tous les plans, sur les disciplines comme telles, sur les compétences, mais sur aussi la culture. Nous, c'est une entreprise, 15 Midi Farm est ouverte sur le monde et donc avoir des personnes ici de plusieurs nationalités, c'est un avantage concurrentiel immense. Mais sans ça, moi personnellement, comme je suis immigrante, je suis une Québécoise issue de l'immigration, j'ai déjà vécu justement de la recherche d'emploi et je sais que l'immigrant a de la difficulté à trouver du travail. C'est un fait, il ne faut pas le cacher. Puis les chiffres le montrent aussi. C'est 3 fois le taux de chômage chez les immigrants est 3 fois plus grand que chez les natifs. Et donc j'offre la chance pour les mêmes compétences, pour les mêmes réponses aux critères, j'offre la chance à ceux qui ont moins de chances de trouver du travail. Donc, oui, j'opte pour celui qui vient d'arriver ou encore un immigrant qui a une expérience au Québec. Et mon équipe ici, on est pratiquement, je pense qu'on est à 12 ou 13 ici, puis j'ai, sans exagérer, 11 nationalités. Y compris les natifs. Donc, j'ai une Québécoise de souche, mais j'ai aussi un Mexicain, une Colombienne, un Égyptien, une Tunisienne, Marocaine, Colombienne, un de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis Nigérienne, l'Égyptienne. Bon, bref, et c'est formidable. Est-ce que c'est ça qui vous a... Parce que je sais que pendant le confinement, vous aviez un enjeu de est-ce qu'on reste ouvert ou pas? Puis le fait que vous avez innové pendant le confinement qui vous a permis de rester ouvert, est-ce que tu pourrais dire que c'est grâce aussi à cette diversité culturelle-là qui vous a permis d'innover? En fait, je vais vous dire, la prise de risque. Vous savez, les immigrants... D'ailleurs, dans l'indice québécois de l'entrepreneuriat, il est beaucoup plus élevé et ça c'est des chiffres qui l'indiquent, c'est pas moi, est beaucoup plus élevé chez les migrants que chez le natif. Donc, les intentions de se lancer en affaires sont beaucoup plus importantes chez les immigrants que chez les natifs. Au contraire, elle est en augmentation chez les immigrants et en baisse chez les natifs. Pourquoi? Parce qu'il y a cette acceptation de prise de risque chez l'immigrant. L'immigrant, quand il vient ici, il a déjà pris un gros risque de quitter tout puis aller vers un univers qu'il ne connaît pas du tout. Et donc, il est prédisposé. Puis quand il arrive ici, il a déjà l'intention de faire des affaires. Donc, la prise de risque chez l'immigrant, elle est plus importante. Et on le constate dans les faits et dans les chiffres. Donc, c'est peut-être ça, oui, effectivement, que le fait que l'entrepreneur lui-même est immigrant de souche, peut-être, et aussi l'équipe, dire quand je leur ai dit, j'ai eu des résistances. C'est quoi que tu as proposé? Dis-le le produit que tu as proposé. En fait, oui, en fait, nous, on est, le core business, l'activité principale, c'est vraiment la fabrication des additifs alimentaires pour les animaux d'élevage à base naturelle. Donc, il y a des prébiotiques, probiotiques, mais il y a des vitamines, des minéraux, etc. et des enzymes. C'est des produits de haut de gamme. Et donc, on les exporte à 100%. Là, je leur ai dit, écoutez, c'est la pandémie, là, il faut faire quelque chose. Est-ce que ça vous tente qu'on fasse du désinfectant? Surtout les ingénieurs, les scientifiques, là, mais on va avoir affaire avec de l'alcool. J'ai eu un peu de résistance naturelle. C'était à gérer. Mais les autres, c'est waouh, quelle bonne idée. Puis il y avait plus de leaders d'opinion, en fait, ceux qui m'ont aidé là. Puis après, tout le monde s'est dit ouais, c'est finalement pas mal. Et puis puis on a tous embarqué dans le projet et on a lancé notre gamme. C'est 4 produits quand même, 4 formules différentes, 4 NPN, et on a eu aussi notre permis d'utiliser l'alcool par Revenu Québec et tout le nécessaire là pour fabriquer. Et puis on a commencé à faire nos approvisionnements.
notre étude du Ça marché. parle de toi aussi, hein. Je sais que tu m'as parlé que toi, tu avais un très fort sentiment tu avais un besoin d'utilité. Tu disais que dans ton leadership, dans ta façon d'être une leader, ton besoin d'être utile était très présent. Ça parle En de fait, toi, la prise de risque que tu as prise, là. oui, en fait, vous savez, quand on arrive dans une terre d'accueil, bien dans un environnement quelconque, vous savez, il y a le sentiment d'appartenance. Hein, c'est naturel, on est psychologue, hein, on comprend tout ça. Il y a ce sentiment d'appartenance. Même si on était vraiment une entreprise canadienne située au Québec, on fabrique ici, mais on exportait. Nos produits, c'est destiné à l'export. C'est destiné à l'export à cause des spécificités du produit qui étaient plutôt très forts, qui attaquent certaines mycotoxines qui sont présentes dans certains pays plus que le Canada. Bref, donc, il était destiné à l'export. Donc, voir nos produits se faire livrer ou consommer ou utilisé par ceux avec qui je vis tous les jours, c'est quand même quelque chose de spécial. Et donc, oui, j'ai toujours pensé comment faire pour développer le marché du Québec. C'est pas pour juste gagner ou avoir des marges, mais c'est aussi pour se sentir vraiment partie prenante de la machine économique du Québec, mais pas seulement un chiffre d'affaires dans les exportations. Wow. Ou encore de l'argent qui rentre dans les comptes bancaires canadiens. Donc, c'était plutôt un rôle. Kenzie Midifam devait avoir aussi un rôle dans la société québécoise et ça tombe presque parfait avec le désinfectant qui est venu aider justement à baisser ou à éliminer la propagation des virus, mais aussi de développer une expertise autre que les désinfectants dans une PME. Et ça a fait créer de l'emploi aussi. J'ai recruté, Ah oui? une qui a eu une promotion, donc je l'ai fait remplacer. Donc j'ai eu 2 embauches pendant cette période-là. OK. La majorité des gens débauchés, puis toi, tu as embauché. Bravo. Oui, Bravo. pour dire que ce n'est pas juste seulement les grandes entreprises qui sont la solution, au contraire, c'est les PME. C'est vraiment les PME, ceux qui représentent 90% de l'économie québécoise. Wow. Puis je sais que tu m'as parlé aussi de ton rêve, c'est d'être utile. Donc là, tu continues donc ton leadership d'être utile, puis ton rêve, c'est de continuer d'être utile. Puis je sais que tu m'as parlé, ton rêve, c'est de continuer d'apprendre et de saisir les opportunités. Ça revient, comme tu disais, c'est ce qu'on fait maintenant qui démontre ce qu'on va être demain. Donc, tu continues à être avec, je saisis l'opportunité, puis je saisis l'apprentissage. En fait, moi, je suis dans les affaires, c'est pour apprendre. S'il n'y a pas l'apprentissage, c'est la limite, hein, en fait. C'est la limite. Je change. Je change d'endroit. Si j'arrête d'apprendre, je change d'endroit. D'ailleurs, j'ai été à l'école pour ça, pour continuer à apprendre à gérer autrement. C'est pour ça que j'ai fait mon MBA avec 2 bébés, une entreprise. Donc, c'est ça. Je suis partie apprendre comment gérer à la nord-américaine, si j'ose dire. Oui, mais oui. Parce que il manquait cet aspect-là quand on arrivait là. Il manquait cet aspect, les affaires en Amérique du Nord. Donc, il fallait faire un MBA qui m'a vraiment imprégné. Je me suis imprégnée des notions et tout ça. Et donc, oui, il faut apprendre tout le temps. Et d'ailleurs, l'année passée, je me suis inscrite à un D3C, un diplôme 3e cycle, justement pour aller voir qu'est-ce qu'elle dit, la littérature, dans le domaine de management, pour aller vraiment voir les nouveautés. Et puis, paradoxalement, tout est finalement simple quand on voit tout est centré autour de l'humain. Et ce n'est pas très différent par rapport, même si je fais des études, je dis, et finalement, les valeurs sont les mêmes. Même si on apprend, mais finalement, quand on l'humain, pour moi, est au centre de toutes mes préoccupations. Et c'est ce que je trouve justement dans l'apprentissage équilibré, l'apprentissage actuellement. Donc, quand on centre l'humain dans nos apprentissages, dans nos actions, dans nos politiques, dans nos stratégies, on retrouve toujours l'issue facile.
J'aime ça ce que tu dis, puis je trouve que j'aimerais qu'il y ait beaucoup d'entreprises, surtout en ce moment avec tout ce qu'on entend, qui entendent ton message de l'humain au cœur des organisations. Puis je sais que tu avais des points saillants au niveau de ton leadership quand tu m'as parlé d'humilité, d'adaptation. Tu m'as parlé de certaines choses comme ça que j'ai trouvé absolument extraordinaires. Comment tu gères ton organisation? Mais en fait, oui, c'est ça. La question, c'était est-ce que c'est facile de gérer une équipe diversifiée? Moi, je dirais diversifiée, mais colorée. Colorée, elle est belle. Elle est belle à juste à voir. Un Mexicain devant une Marocaine voilée, juste côte à côte, c'est déjà beau à voir. En plus, les interactions, c'est tellement riche, tellement différentes. Les dyades, en fait, sont tellement différentes que c'est joli d'abord à voir. Et c'est aussi parfois challengeant. Et plus les gens sont mis au défi, plus ils sont performants. Et donc, la façon, en fait, moi, je n'ai pas trouvé vraiment de difficulté avec ces immigrants parce que j'avais déjà l'expérience auparavant. J'ai déjà géré des équipes qui sont quand même assez larges en Algérie, même s'ils étaient tous natifs de l'Algérie, mais ils étaient quand même différents et chacun est unique et il fallait dealer avec ces personnalités difficiles, personnalités pas difficiles, mais différentes personnalités, mais y compris certaines personnalités difficiles. Il y en a toujours, oui. Bon, je l'avoue, là, c'est le subconscient. Et c'était difficile quand même s'ils étaient tous de la même nation, ils étaient tous natifs de la même place. Donc, gérer une équipe ici multiculturelle, c'est pas plus difficile que de gérer une équipe qui sont tous nés de la même place. Comment dealer, c'est vraiment ce qui rend vraiment la personne, le leadership de la personne qui gère une équipe assez acceptée, c'est vraiment l'humilité en fait. J'aime beaucoup ça. Humble, oui, être humble quand on reçoit quelqu'un qui vient du Maroc ou qui vient des États-Unis, quand on le reçoit de la même façon, et lui, il va se sentir important, il va se sentir accueilli, il va se sentir spécial. Et aussitôt qu'il ressent, il perçoit cette sensation, cette idée que le fait qu'il est spécial, il peut donner quelque chose d'utile et une productivité pour l'entreprise, il va le faire. Et ça serait facile par la suite à gérer quelqu'un parce qu'il se gère par lui-même. C'est juste être humble avec cette équipe-là et c'est extraordinaire. Et je te dirais, comment tu rêves ton équipe? Si on avait 3 mots à dire, comment tu peux rêver ton équipe ou ton entreprise? Ben, moi, je vois dans chacun de mon équipe un entrepreneur en soi. Ils seront tellement autonomes qu'ils sont capables de gérer. C'est comme des petits intrapreneurs. L'autonomie à 100%. L'apprentissage permanent, être utile tout le temps, inclusif, collectif, travail d'équipe, performant, ne pas oublier que la performance n'est pas juste les chiffres, mais performant comme quelqu'un qui accomplit sa mission. C'est comme ça que je rêve. Le Québec, en fait, je le rêve justement, je le rêve inclusif, je le rêve coloré, mais surtout cohérent entre les stratégies nationales et les politiques sociales et économiques doivent être alignées, qu'il y ait une cohérence entre ce qu'on dit et les faits. Quand on invite des immigrants venir ici pour s'installer, il faut justement et voir qu'ils ont la volonté de se lancer en affaires. On doit absolument adapter nos programmes à ceux qui veulent se lancer en affaires. Et c'est de cette façon-là que je peux voir l'économie du Québec se développer, s'épanouir et aller loin.
en étant ouvert d'abord à l'interne et ensuite on doit absolument s'ouvrir sur le monde. On doit exporter nos richesses. C'est la seule façon qui peut, à mon avis, qui peut faire emmener le Québec ailleurs. J'adore vraiment, Amel. Puis ce que j'ai entendu de ce que tu as dit, c'est une humilité dans l'accueil de notre entreprise. Diversifiée parce que justement, cette diversité permet l'innovation qui fait que vous avez certainement pu embaucher même pendant le confinement, puis ça peut être que vous allez encore embaucher certainement. Hein. Je suis sûre que Kenzie Medipharma va monter, hein, va grandir avec tout ce que tu es en train de dire. Ce que j'entends effectivement, c'est cet apprentissage. Apprenez. Tu sais, tu parlais d'apprentissage au quotidien même, hein, quand tu as échangé à un moment donné avec moi. C'est vraiment au quotidien, tous les jours, on apprend. Orienter, je me souviens que tu avais parlé aussi à un moment donné d'orienter. Tu sais, oui, on a tout ça. Et surtout, ne pas oublier d'orienter. Et cette humilité, cet apprentissage-là. Et j'aime que tu dis coloré. Avoir des équipes colorées, tu sais, c'est comme vraiment, et oser les équipes colorées parce que souvent, elles vont prendre plus de risques. Ça, j'ai entendu ça aussi, ce que tu as dit. J'aime beaucoup, puis qu'elle soit, qu'il y ait une cohérence. Et ça, tu parlais en plus large, que le Québec ait une cohérence dans tout ce qui est dit et ce qui est fait, et au niveau des politiques. Et ça, je te dirais, pourquoi pas, on lance le message, d'accord? Donc, merci, Amel. Est-ce que c'est ce que j'ai entendu de ce que tu disais? C'est vraiment beau, tu m'écoutais. Je te remercie, Amel. Alors, je te souhaite un demain coloré, inclusif et humble et beaucoup d'apprentissage. Merci. Espérons-le. Merci. Merci à toi. Merci, ma chère. Au revoir.